je vais vous présenter, alors par l'intermédiaire des objets connectés, les API et les authentifications sur certaines API. Alors, on va refaire un à propos de moi, bon, après tout. Il y a 2 jours, j'avais mis les noms des... Enfin, mes qualifications et ce que je faisais. Là, j'ai mis simplement le nom des sociétés. Et, hop, là, on va revenir. OK, jusqu'au 3e Rama, à Verdun. Il y a des personnes de Verdun, non? Ou de la région? Oh là là, zone sinistrée. Ah si, il y avait quand même des personnes. Bien. Allez, trêve de plaisanterie. L'agenda de la session. Puisque tout le monde a commencé par une introduction, j'ai décidé de changer un peu l'ordre du jour. Je vais commencer par une conclusion. Ça sera donc une conclusion liminaire. Je vais vous parler d'un court instant des objets connectés, de l'API, de la connexion au auth. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement. Et je terminerai par une introduction qui, en fait, est inexistante. Alors, qui a déjà des objets connectés? Alors, ce que j'appelle objet connecté, ça peut être tracker d'activité comme ce que j'ai attaché à mon pantalon. Ça peut être, je ne sais pas, des balances connectées, des appareils de prise de tension, des bracelets Naxiol pour ceux qui aiment bien marcher, courir, etc. Enfin, bref, maintenant, il y a une pléthore d'objets connectés qui, pour tous ces fabricants d'objets connectés, proposent généralement ce qu'on appelle donc des web services. Alors, en conclusion, c'est pas si compliqué que ça. Je vais faire aussi simple que de développer un plugin. Ouais, sauf que moi je ne fournis pas les suppositoires. À la rigueur, j'ai l'aspirine. Qui parle de web services parle généralement de données qui sont refournies soit au format XML, soit au format JSON. Pour les formats JSON, on a toujours un peu de mal de savoir comment retriturer un peu les données, comment parser les données, comment récupérer les valeurs d'une balise, etc. Pour les personnes qui vont bien remplir toutes leurs fiches d'évaluation, vous aurez ma petite base que je vais vous montrer dans quelques instants, qui comporte quelques petites fonctions personnalisées que vous pourrez réutiliser comme bon vous semble, parce que je n'ai pas encore trouvé mieux ailleurs. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc vous allez avoir des fonctions personnalisées à votre service. Quand on veut travailler avec des API, il faut lire les documentations, toujours, et toujours tester. On ne passe jamais assez de temps à tester les applications. Bon. Alors, objet connecté, je vais faire très rapidement. J'ai pris le cas de ce que j'ai moi déjà à la maison. Je me suis offert une petite station météorologique, c'est 2 bornes, une intérieure, une extérieure. L'intérieur qui prend la température, le niveau d'hygrométrie, il comporte un sonomètre, un niveau de CO2. La borne extérieure qui, elle, ne s'occupe que de la température et d'un niveau d'hygrométrie. Donc ça permet vraiment d'avoir comme ça des relevés de température à peu près toutes les 5 secondes, non, pardon, toutes les 5 minutes, ce qui est déjà pas mal, par jour. Le problème des objets connectés, par exemple avec NetAtmos, c'est que les données recueillies, on ne les a jamais avec soi, ils ne sont jamais avec les appareils. Pratiquement tous les fabricants d'objets connectés, en fait, récupèrent vos données, vos informations personnelles, et hop, les stockent chez eux. Après, si nous, on veut les récupérer, c'est toujours un peu compliqué. Ils proposent des applications, NetAtmos en propose une, mais ces sociétés peuvent être aussi amenées à réutiliser les données recueillies à droite à gauche. Par exemple, NetAtmos propose une carte maintenant mondiale avec toutes les températures extérieures des bornes qui sont connectées. Ce qui fait que là, c'était les températures ce matin, je ne sais plus à quelle heure, pour Toulouse. Donc on voit qu'il faisait assez bon quand même ce matin. D'où la difficulté après pour se connecter à leurs API. Alors, les API pour NetAtmos, il y a l'adresse de la documentation de leur API. Elle est très bien faite. Je crois que c'est un des fabricants qui propose une documentation sur l'API qui est très didactique, très simple. Bon, elle est peut-être en anglais, mais elle n'est pas si compliquée que ça.
Elle propose 3 fonctions principales, c'est de récupérer les informations utilisateurs, de savoir qu'on va se connecter à un tel endroit, la liste de ces matériels, de ces appareils connectés et des mesures récoltées. Bon, 3 petites fonctions, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais pour pouvoir se connecter à ces API, pour pouvoir se connecter à ces données, on va utiliser en fait un protocole OAuth. Alors Quesaco, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un protocole qui avait été mis en place par des personnes, je crois, Twitter, Google, enfin tout un petit consortium comme ça qui se sont mis d'accord sur une nomenclature et puis un protocole d'échange de données d'authentification. On en est à la version 2. Là aussi, vous avez un accès Internet pour la documentation de ce protocole. Le problème, c'est que chaque fabricant d'appareils connectés l'implémente un peu à sa façon et à sa propre sauce. Par exemple, NetNatMo, c'est très simple, il n'y a pas d'authentification compliquée à mettre en place. Par contre, pour le petit tracker que moi j'ai ici de Withing, avec les mêmes balances connectées, comme ce sont des données, des mesures, on va dire, biométriques, là, on rentre dans un domaine un peu plus médical, très personnel. Donc là, il demande en fait à chaque requête d'authentifier par une signature, donc avec des clés de hachage, toutes les requêtes qui vont être envoyées. Donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Alors, le principe d'authentification, en fait, ce ne sont pas des web services où on va envoyer une requête et puis on attend une réponse immédiatement. Non. Ça fonctionne en fait par 3 parties distinctes. Je suis le développeur d'une application, je dois m'identifier auprès du fabricant de l'appareil connecté pour dire, voilà, je veux développer une application qui voudrait traiter de vos données. À ce moment-là, le fabricant va nous donner un identifiant unique. Ensuite, le propriétaire de l'objet connecté. C'est normalement l'utilisateur aussi de l'application qu'on va lui proposer. Il va donner son accord à l'application que vous allez lui proposer pour dire « oui, j'autorise l'application à récupérer mes données ». Donc il y aura un deuxième identifiant, c'est l'identifiant du propriétaire. Et ensuite, à chaque connexion, l'application qui veut aller « tiens, maintenant je veux aller récupérer des données, des mesures, par exemple, de ma station météorologique qui est à Maisons-Alfort », et au moment de la connexion, je vais devoir m'identifier et obtenir un jeton temporaire, un token, qui va avoir une durée de vie limitée. Alors NetNatMo, c'est très simple. Eux, leur jeton est limité à 3 heures, donc ça laisse de la marge. Mais d'autres, ça peut être très très court. Alors pourquoi ces systèmes de jetons ? C'est très simple. C'est que si à un moment, le propriétaire décide de révoquer l'application parce qu'il ne veut plus utiliser l'application, et être sûr que l'application ne puisse plus récupérer les données, à tout moment, il a une interface avec l'application ou l'interface du fabricant pour lui dire « je révoque l'application, je ne veux plus qu'elle récolte mes données ». Ou le fabricant de l'objet connecté a décidé, parce qu'il a reçu plein de plaintes d'utilisateurs, de dire « oh là, attention, ce développeur de telle application, il gère les données d'une mauvaise façon, ou il fait du recueillement et puis il va les revendre ou quoi que ce soit, on le révoque de nous-mêmes. » Donc en fait, c'est un système qui, normalement, sécurise l'utilisateur et le fabricant par rapport à toutes ces données. Voilà le principe. Démonstration. Alors, démonstration. Alors, pour ceux qui veulent avoir un petit objet connecté, je peux vous conseiller la station météorologique NetNatMo. Alors, je vous parle de NetNatMo ou de Withing. C'est 2 fabricants d'objets connectés qui sont leaders mondiaux maintenant d'objets connectés. Et ils sont français. Bon, tant pis pour les autres pays. Il faut être un peu chauvin dans la vie. L'authentification, ça c'est la page de NetNatMo pour l'API avec l'explication sur les fonctions, etc., comment on doit envoyer les requêtes ou autres. Donc à partir de FileMaker, c'est très simple maintenant puisqu'on peut faire du HTTP post. C'est parfait, on va pouvoir envoyer des requêtes. Mais tout ça, vous le verrez dans l'application que vous pourrez télécharger. Ça, c'est la carte actualisée. On voit que maintenant, dans le centre de Toulouse, il fait entre 16 et 18 degrés. Donc, tout va dépendre de
de l'exposition de l'appareil. Ça, c'est directement, ça c'est mon interface personnelle qui est proposée par le fabricant pour mes données, là cette fois-ci personnelles. Donc là, vous avez un accès à mon domicile, puisque vous voyez que la température intérieure avoisine les 19,5 degrés. Ils ne font pas de thermomètre, quoi que ce soit, ce sont que des thermomètres de pièces, hein, je précise. C'est jamais. Hop, remise à jour. Et comme je vous l'ai indiqué, à tout moment, on peut, quand on a une interface, de dire, tiens, moi j'ai développé une application qui s'appelle JD Station. À tout moment, je pourrais révoquer cette application parce qu'elle recueille des informations que je ne souhaite plus. Ça, c'est simplement pour vous montrer qu'on peut révoquer facilement une application. Bien. Alors, l'appareil, quand même. Je vais essayer quand même de me mettre en... C'est bien les appareils? Voilà. Alors, on va essayer de se connecter. C'est fabuleux, ça y est, je n'ai plus de Wi-Fi. Est-ce que ça va arriver? Ah, voilà. OK. Bien. Donc, petite base FileMaker que j'ai développée pour FileMaker Go. Alors, je vais quitter quand même celle-ci. JD Station. Alors là, c'est un petit processus. Il va se connecter, il va demander son petit jeton au service de Netatmo pour récupérer un petit jeton. Donc je récupère des petits jetons. Donc les jetons, ce sont les fameux tokens. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'un peu, un peu lourd, un peu rébarbatif. C'est pas quelque chose qu'on peut retenir. Mais tout simplement, là, pour vous montrer que l'application, elle s'est correctement connectée et elle a pu déjà récupérer le fait que ma langue, moi, utilisateur, c'était le français, mon compte que j'ai utilisé pour m'authentifier, c'était des Julot, etc., etc. Vous retrouverez cette application sur, en téléchargement une fois que vous aurez rempli les fiches d'évaluation. Pour vous montrer l'application et les fonctions, allez, on va désactiver ceci. Vous allez retrouver la même application sous un FileMaker Pro. Alors que je ne dise pas de bêtises. Alors quand vous allez télécharger, retenez-le, parce que je ne vous le dirai pas après. C'est une application, comme vous avez pu le voir sur iOS, il n'y a pas de barre d'état, tout simplement parce qu'on est en mode kiosque. Donc pour être en mode kiosque, j'ai dû utiliser le compte invité. Donc quand vous allez vous télécharger le fichier FileMaker, ouvrez-le en maintenant la touche Alt si vous êtes sur Mac ou Shift sur PC pour vous identifier directement sur l'application. Alors j'ai fait très compliqué pour le compte administrateur. La chose à ne jamais faire, admin sans mot de passe. Au moins je me suis dit que ça vous allez retenir. Donc le compte développeur de cette application, c'est admin sans mot de passe. Tout ce qui est plus classique. Bien. Alors, pour terminer, parce que là je suis en train de faire un tout petit peu plus long que prévu, vous allez pouvoir vous amuser avec les scripts que je vous ai proposés pour savoir comment on se connecte sur l'API, comment on récupère des informations, etc. Vous allez avoir aussi des fonctions personnalisées qui vont vous permettre de récupérer et de parser du JSON, comme par exemple JSON valeur. Voilà, il suffit simplement, vous avez donc oh, c'est joli ça comme fonction personnalisée. Je n'ai pas mis toute la documentation non plus. Donc vous avez des fonctions personnalisées qui vont vous récupérer ces valeurs, mais je vous ai mis aussi des fonctions personnalisées qui permettent, parce que le problème, un peu, on vous le dit déjà avec le SQL, mais avec les API, c'est la même chose, on vous l'a redit ce matin avec Romain, avec le PHP, c'est que généralement les API, quand on travaille avec le web, ils nous fournissent les dates en version US ou au format UTC, etc. Donc il y a des fonctions que j'ai mis en place simplement pour retraduire soit les valeurs d'horodatage en horodatage FileMaker, ou des fonctions de date en date à la française, etc. Donc vous retrouverez tous ces petits modules en termes d'identification, etc. Alors par contre, une chose est sûre, c'est que dans la base que vous allez recevoir, si vous voulez véritablement l'utiliser,
J'ai retiré mes identifiants professionnels. Ah ben... De toute façon, si je les avais laissés, j'aurais pu, moi, révoquer en tant que développeur ces identifiants. Donc, quand vous allez sur le site de Netatmo, vous demandez à créer une application, c'est très simple, il suffit d'indiquer votre adresse email et c'est tout. Et à ce moment-là, vous obtenez ce qu'on appelle vos identifiants internes. Les voici. Vous les avez retenus, hop là, ça y est, c'est fini. Donc après, à moi, si je vois qu'elles sont utilisées, je peux les révoquer. Mais c'est très simple pour obtenir. Avec Netatmo, vous pouvez faire des tests, c'est facile. Et si vous êtes gentil pour certains d'entre vous, je pourrais vous autoriser à utiliser mes données personnelles. Mais seulement si vous êtes inscrit. Voilà. Écoutez, j'ai fait un peu plus long que d'habitude. Mais c'était au moins pour vous présenter l'API et surtout comment on s'identifie. Donc tout est dans la base de données, vous n'avez plus qu'à en fait la manipuler. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie.